Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rire. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts. Le monde du sport professionnel est souvent associé à des salaires élevés, des contrats juteux et une notoriété instantanée. Cependant, derrière cette façade se cache une réalité complexe, la gestion financière. Et dans cet épisode de la team JMJ, on sera avec M. Johan Kalika. Avec lui, on va donc nager autour de l'éducation financière. Oui, les sportifs ont comme sous-bassement la sportivité, un esprit qui doit les animer dans n'importe quelle circonstance, mais malheureusement, après les matchs nuls, le CS Don Bosco contre Lupopo a tourné à l'anti-sportif, ce qui n'est pas du tout proprement et civilisé. On peut appeler ça également une civilisation footballistique. Et bien lors de la finale de la Ligue des Champions de l'année 2004 qui opposait le Football Club Porto à l'AS Monaco, qui a montré un niveau exceptionnel. Les hommes de José Mourinho n'ont pas badiné. Victoire 3-0. Et bien dans cet épisode de la team JMJ, on va vous faire revivre ce match où avait pris d'ailleurs par un ancien léopard qui est donc Shabani Nonda. Bien évidemment, le casting est au complet, la team JMJ, c'est parti comme toujours. On s'ajoute autrement. Voilà, on va encore s'ajouter autrement dans ces décors exceptionnels pour l'occasion, bien sûr, pour ce 21e épisode de la team JMJ. Voilà, c'est ma semaine. Ma semaine, je reste dans ce qui est devenu mon quotidien ces derniers temps. Ah, pas seulement ces derniers temps, hein, c'est tout le temps. Non, les séries télévisées n'ont pas le temps. Ah, ouais. Quand je finis tu es sur quoi maintenant là? Là, je suis sur The Shy, quelque chose comme ça. C'est lui qui t'a conseillé? Non, ben lui m'a aidé avec d'autres saisons. Ouais, mais écoute, je suis bien fourni en termes de séries. Mais j'ai fini. Non, la peur était que après tu termines par regarder des talibans. Tout de suite, tu vois. Donc pour sauver les meubles, je lui dis, ben tranquille. Calme tes nerfs, hein. Ouais, je suis. On voit un peu ce qui se passe aux États-Unis. Franchement, c'est une série. Même s'il y a parfois des scènes. Ouais, mais c'est les Américains, tu t'attendais à quoi? Ouais, c'est quand même une série qui parle des Américains. Des Afro-Américains. En plus, ce qui me plaît avec la série, il n'y a pas vraiment de filtres. Quand tu regardes l'image, c'est vraiment de la réalité. Les plaintifs afro-américains. Les bâtiments, c'est les bâtiments des États-Unis, pas que des bâtiments fabriqués avec. Rappelle la Kenya. On suit ma vidéo, voilà, on va voir ce qu'a été ma semaine. Mais c'est quoi ce bonbon? Ça sent rien. C'est pas une pastille à la menthe. Rends-moi ça tout de suite. Pourquoi? C'est quoi une nouvelle fois? Écoute, il y a vraiment urgence. Je dois retrouver Kisha. Je peux pas t'aider, je sais pas où elle est. Et pour info, je lui en veux toujours de m'avoir planté l'autre soir. Elle a même pas répondu à mes messages. Elle fait...
Salut, pourquoi tu réponds pas à ton téléphone? Je t'ai envoyé plein de messages. Mec, Douda m'a privé de portable hier soir. Il m'a dit d'aller jouer dehors, mais j'étais genre en mode, mec, on n'est pas dans... Non. Est-ce que vous avez vu cette fille? Voilà, donc c'est ça. Ouais, beaucoup de séries, c'est bien, ça détend les nerfs, ça détend l'esprit, etc. Mais moi, ce que j'aime aussi, pour être honnête dans les Mais séries, bizarrement, c'est j'ai pas que... mis ça dans la vidéo. Le samedi dernier, j'étais en train de bien m'occuper à la maison avec un peu de... Voilà. Oui, d'ailleurs, on va en parler, hein. Quand on va éteindre les caméras, on va revenir sur ces sujets. Mais c'est bien, en fait, même moi, je conseille les gens de suivre, c'est pas n'importe quelle série. Les séries, c'est bien parce que dans certaines séries, tu découvres, c'est vrai que c'est de la fiction, mais tu découvres quand même certaines réalités. Et je pense que ça ouvre le cerveau, ça augmente une forme de culture générale. C'est important de suivre des séries, et voilà, éducatifs, c'est important. Voilà, c'est donc important et aussi de suivre cette rubrique, ça vous met au parfum de ce qu'on vit au quotidien dans nos semaines. On poursuit cette team JMJ avec la partie on refait les matchs. Et aujourd'hui, on refait ces matchs. Don Bosco le propose soldé par un match nul, un but partout. Mais après, ces matchs a viré à un spectacle désolant, Jean Thuy. Oui, c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui de parler de ces matchs et faire abstraction, c'est ce qui se passe après. Commençons d'abord sur ces questions. Vous savez que moi, je n'ai jamais été adepte de l'arbitre fragile, de l'arbitre affaire. Je pense qu'il n'y a aucune équipe au monde qui se fait victimiser au fait durant tout le match. Et c'est ça même l'histoire. Donc je pense que perso, il y a cette équipe, on a eu un très bon match entre les CS Don Bosco et les Football Club Santé-Lol Popo. C'est sûr que en début de match, ils ont quand même du mal à rentrer dedans. Et ça laisse des brèches au CS Don Bosco qui en profite. Et tout de suite, il y a un Poi qui met ces buts-là. Et à l'instant, le Popo est disparate. Vous voyez? Mais après, c'est un club qui a cette mentalité, cette régénération au fil de ces matchs-là, qui reviennent petit à petit. Et en seconde période, l'égalisation, c'est sûr que c'est pas tout de suite la reprise et les égalisent, mais ils ont quand même fait leur match, ils ont profité de meilleures opportunités du match, ils ont eu des occasions dangereuses, ils ont mis à mal les CS Don Bosco. Et là encore, il faudra dire que les portiers salésiens étaient à point pour à chaque fois repousser les tentatives de Djoumé. Et même Akula à 41 ans, faut le dire. Bon, c'est expérimenté, mais il a vraiment fait son rôle lors de cette rencontre-là et ça permet au CS Don Bosco de ne pas prendre 2 buts. Même s'il faudra dire que, hormis ça, il a quand même pris l'égalisation, qui fait que bon, les matchs se terminent par un but partout. Maintenant, sur cet espace, après ces matchs-là, vous savez, je pense qu'il y a seulement un problème de compréhension. J'ai toujours dit que nos joueurs, ils se disent professionnels. Vous savez, et les professionnels, ils veulent aussi que quand vous terminez de jouer un match de football, quand vous n'avez rien à foutre sur l'air déjà, vous rentrez dans le vestiaire. Et c'est ce qui se passe catégoriquement sur ces matchs-là. Parce que quand tu t'appelles Mika Miché, par exemple, tu as le Popo, tu sais que on te regarde. C'est ça, on te regarde, effectivement. Surtout que tu as joué la Mazembe. Tes coéquipiers, ils partent au vestiaire. Mais qu'est-ce que tu restes faire sur le terrain? Et qu'est-ce que tu dis à l'arbitre? Effectivement. Est-ce que si tu es vraiment opportun que Miché aille voir l'arbitre pour lui dire que, ben, écoute, le but que tu refuses là, selon moi, c'était un but valable. Donc, il y a des quoi c'est poser des questions. Mais quand même, on les voit sur un match, il y a des joueurs qui parlent. Les contextes sont complètement différents. Les contextes sont complètement. On joue dans un contexte où le Popo joue CS Don Bosco au stade Mazembe et que Mazembe doit recevoir Magnan au stade Mazembe à 15h et que le Popo est deuxième et que Magnan est quatrième, enfin, et que Mazembe est quatrième avec 28 points, parce qu'ils doivent pas perdre leur match. Vous savez? Parce que ça, tout ça là, ça joue, ça rentre dans le panier et que les nerfs sont toujours tendus. Et lui, c'est pourquoi je parle encore une fois des professionnalismes. C'est quelqu'un qui est censé comprendre qu'il y a certains éléments qui doivent forcément pas jouer en leur faveur. Parce que quand les matchs se terminent, ça sert à rien
de faire remonter, d'exciter ces fanatiques-là qui débattent. Parce que moi, j'étais au stade, pour eux, il fallait rester soutenir l'AS Maniema Union et ils espéraient que Maniema pose réellement des problèmes à Mazembe qui a été cochonné par ces sanctions. Jusque maintenant, ces points ne sont pas encore attribués. Et pour eux, c'était les matchs où Mazembe devait forcément perdre et leur permettre d'être en sécurité sur la deuxième place et peut-être la récupérer en allant battre Maniema à Kinshasa. Ce qui est un peu tout ce contexte-là, quand tu t'appelles un joueur professionnel, tu restes pas sur l'air des jeux. Et ça fait que ça va en cacahuète, il y a des fanatiques de Lupopo qui descendent sur l'air des jeux, il y a ceux de Mazembe qui se mêlent à la danse, et il y a des policiers qui font rien. C'est ce qui est abasourdissant, en fait. Ils font rien du tout. Mais ça, déjà, je le comprends, parce que tu peux pas envoyer quand même 10 policiers pour sécuriser un match, c'est Don Bosco. Lupopo, au stade Mazembe, quand tu sais qu'après, il y aura un match Mazembe-Maniema Union. Mais là, ils étaient dans un effectif réduit. Ils ne font rien. C'est des chaises qui sont arrachées. Et là, ils sont tranquilles. C'est pas maté. Ils font rien. On revient sur ces matchs aussi, sur les spectacles Non, mais d'après-match. de manière très rapide, un joueur de football, le football, c'est des émotions, Merveille ainsi que Jean. Un joueur de football, quand il finit son match, voilà, il est encore sous adrénaline, capitaine ou pas. Je pense que voilà, il avait toutes ses raisons d'aller voir là. Il a toutes ses raisons, c'est tout à fait Même logique. si l'arbitre n'allait pas restituer ses buts. Et c'est comme ça, ils sont très peu des joueurs à avoir la lucidité de se dire que voilà, les faits sont déjà consommés, on ne peut plus revenir en arrière. Ils sont très peu capables justement d'avoir ce réflexe-là, de se dire voilà, je ne peux pas aller m'enflammer contre l'arbitre. Les émotions poussent toujours l'homme vers ses retranchements. Et pour moi, la réaction de Mika Michel est logique, mais ce n'est pas cette réaction-là, à mon humble avis, qui crée le meute. Moi, les meutes, je pense que les plus grands responsables, c'est les organisateurs. Jean, il a bien fait de parler déjà de la sécurité qui était à un effectif réduit. On le sait et on l'a vécu plusieurs fois cette saison. Ce n'est pas le premier débordement des supporters dans un stade. Qui plus est à Lubumbashi, on l'a connu plusieurs fois à Kibasa Maliba. On vient encore de le connaître au stade à Toubissa Mazembe-Anglebert, mais seulement que les dirigeants ne prennent toujours pas les mesures adéquates pour ce genre de match-là. Ça, c'est un. De deux, on est à Lubumbashi, le contexte il est serré. On sait que tous les points aujourd'hui valent très cher. Tu ne peux pas mettre le même jour dans le même stade 2 matchs couperés. Ça ne se fait pas. Ils n'ont pas imaginé cela. Quand un supporter paye son billet, il est déjà dans le stade. Il ne sortira pas parce que non seulement il va soutenir son équipe, il va aussi permettre à ce que l'équipe qui va mettre son équipe en difficulté soit gênée par l'encouragement qu'il va apporter à l'adversaire. Donc aujourd'hui, c'est une décision, une programmation faite de manière hasardeuse et c'est la Ligue qui doit aujourd'hui se sentir coupable de ces désordres-là parce que c'était envisageable. Avant chaque match, il y a ce qu'on appelle des réunions techniques. Vous voulez me dire que dans cette réunion technique-là, ils n'ont pas imaginé... L'organisateur est pressé par le temps. L'organisateur est pressé par le temps et il organise très mal les choses. Vous ne pouvez pas me dire que dans une réunion technique, les différents protagonistes du club ne pouvaient pas imaginer que si les supporters de Lupopo restent dans les stades après le match, il y aura des désordres parce que ces supporters-là vont pousser Maniema Union alors que les supporters de Mazembe ne vont pas tolérer ça dans leur stade. Malheureusement, on a des dirigeants qui réfléchissent de manière, je sais pas, ils sont pressés, je sais pas comment ils font les choses. Ils sont les auteurs, à mon avis, de ces désordres-là. Les footballs, c'est les émotions, même en Europe. On l'a vu, Botafogo, Paris Saint-Germain, à la fin du match, il y a eu des échauffourées, il y a eu des bagarres. On ne peut pas maîtriser, on ne peut pas empêcher un supporter de donner un coup à quelqu'un d'autre, mais seulement qu'on doit être prévoyant et on doit avoir un dispositif qui nous permet de réduire au maximum les dégâts dans les stades. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas dans notre pays. Pour parler du match, 90 minutes, je crois que le plus grand fautif et le plus grand perdant dans cette histoire, c'est Lupopo, parce que tu joues quand même dans Bosco. C'est vrai que c'est un sixième classé ou je sais pas, 4e classé de ton championnat. C'est dans le top 6. C'est un très bon club de ton championnat. Et c'est une équipe qui venait même d'une victoire face à Maniema. Face à Maniema Union. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux. Ils l'ont pris au sérieux, mais seulement que le contexte, j'ai comme l'impression que ça a frustré l'équipe de Lupopo, parce que j'ai l'impression que Lupopo, en face, il y avait que le maillot bleu. Dans leur tête, c'est disait quelque part on joue Mazembe. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de Lupopo qui a préparé à être reçu dans ce stade-là. Dans ce stade-là non plus, le contexte, je crois que c'est le contexte qui a empêché Lupopo d'avoir la victoire. Ce match-là, avec le même enjeu, vous les jouez à Kibasa Maliba, c'est une victoire nette pour l'équipe de Lupopo. On connaît, ils ont joué récemment, c'était quoi, 2-0 ou 3-0, je sais plus. Donc aujourd'hui, c'est le contexte de ce match-là qui a fait en sorte que Lupopo ne l'emporte pas. Et je me pose aussi la question de savoir, est-ce que ces joueurs-là, ils ont les épaules?
Vous savez, dans le football, c'est facile d'être dans la position du chasseur. Parce que, voilà, tu vises quelqu'un. Mazembe, longtemps, était dans cette position. Tout le monde cherchait à battre Mazembe. Mais aujourd'hui, Lupopo était dans la position du leader. Et est-ce que Lupopo a les épaules d'être leader jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils peuvent tenir jusqu'à la fin? Est-ce que ces joueurs-là, ils ont les capacités mentales nécessaires pour tenir jusqu'à la fin? Je me pose la question de savoir. La technique, la tactique, ils l'ont parce que Bertin Makou fait un travail assez louable jusque-là, mais seulement qu'une Ligue nationale de football et surtout la nôtre, ça se gagne aussi au mental et c'est là que je remets en question cette équipe de Lupopo. Évidemment, on va suivre de près cette équipe de Lupopo dans cette Ligue nationale de football qui prendra fin bientôt avec des matchs vraiment très serrés. Et ici, on poursuit notre émission, la team GMJ, pour maintenant prendre notre focus du jour. Voilà, c'est le focus de la team GMJ. Aujourd'hui, on reçoit M. Johan Kelika pour évoquer l'éducation financière des sportifs. Il est déjà sur ce plateau de la team GMJ. M. Johan, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Voilà, avec vous, on évoque cette question en rapport avec l'éducation financière. Déjà, quand on parle d'éducation financière, à quoi on fait référence directement? Ok, bonjour une fois de plus. Merci d'abord pour m'avoir invité, c'est un honneur. Ouais. Quand on parle de l'éducation financière, moi je dirais tout simplement, de manière simple, c'est savoir comment gérer l'argent, principalement. Comment est-ce qu'une personne peut gagner de l'argent, peut utiliser cet argent à bon escient pour ne pas se retrouver dans une certaine instabilité. Pour moi, simplement, c'est ce que je dirais. La bonne gestion de l'argent, de ce qu'on gagne. Effectivement. Maintenant, pour ce qui est des sportifs, ils ont des montants colossaux, parfois des contrats juteux, mais à tout moment, quand ils sont, je sais pas, en fin de carrière, ils se retrouvent coincés, ils n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois, souvent avec les sportifs ici congolais. Et comment peuvent-ils gérer d'abord leur argent pendant qu'ils sont encore athlètes et après qu'ils deviennent retraités? C'est une très bonne question parce que je pense que ça sera une réponse d'alerte aussi pour essayer de conscientiser certains sportifs. Évidemment, on a vu même nos grands joueurs qui ont été ici au pays, après leur carrière, ils ne sont plus rien aujourd'hui, à part quelques personnes qui ont fait l'exception. Moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de leur équipe aussi. Est-ce qu'il y a vraiment de l'éducation financière dans leur équipe? Est-ce que même la Linafoot, dans leur module, programme-t-il des formations d'éducation financière? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui gagnent de l'argent, on ne va pas se mentir. Il y a des joueurs qui ont quand même peut-être pas forcément des salaires. Ça ne doit pas être une question personnelle. Vous dites? Ça ne doit pas être une question personnelle au lieu que ça soit même dans l'équipe, dans les instances. Si, il y a aussi une partie personnelle, mais j'y arrive justement. Je donne un exemple des grands joueurs. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont toute une équipe autour d'eux. Mais moi, je vois ça rarement ici. La plupart des joueurs sont vraiment dans l'individualité. Et ça fait que peut-être il peut avoir de l'argent maintenant, il se dit, ah ok, bon, peut-être j'en aurai encore. Il va se dire, bon, je vais un peu fêter, je vais un peu m'amuser. Et au fur et à mesure qu'il s'habitue à ça, il ne saura plus utiliser cet argent correctement. Ce qui fait que la plupart des joueurs ici, après leur carrière, ils sont généralement par terre. Donc, s'il faudrait qu'on donne un conseil, moi je dirais, la première des choses, qu'ils mettent dans leur équipe une personne qui saura les orienter. Ça peut être même un banquier ou même un financier qui pourra les orienter de comment est-ce qu'il peut utiliser cet argent. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que nos joueurs ne sont pas conscients du fait que le football, c'est la communication. Et ils ne surfent pas sur cette vague communicationnelle. Parce qu'en vérité, même si vous faisiez une analyse sur le plan international, la plupart des footballeurs gagnent beaucoup plus d'argent en communication qu'en football. Pourquoi? Parce que le football amène beaucoup d'émotions. Et ces gens-là, ils utilisent ces émotions-là avec différentes entreprises pour vendre. Mais ici, regardez, c'est très, très, très rare d'utiliser des footballeurs, même dans les publicités. Pourquoi? Nos footballeurs ne se vendent pas, tout simplement. Donc moi, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en jeu et c'est un domaine très, très vaste. On pourrait faire même 5 émissions pour répondre à ce genre de questions. Parlons, vous avez évoqué la question des clubs. Avant qu'on parle individuellement des joueurs, les clubs
comment ils peuvent intégrer cette éducation-là financière, je sais pas, dans les académies, apprendre aux jeunes qui sont formés là-bas, comment ils peuvent commencer à apprendre à ces jeunes-là. On ne va pas directement commencer d'un coup comme ça, on dit on gère l'argent comme ça. Quand tu as tel montant, il faut peut-être investir dans ça. C'est aller vite en besoin. Mais comment ils peuvent intégrer ça avec les académies? Ok. Concrètement, moi, ce qui me plaît dans votre question, c'est qu'il y a la réponse. Donc, ça veut dire que les académies, bon, je ne connais pas exactement le programme des différentes académies, mais vu le résultat qu'on voit sur les joueurs, j'ai comme l'impression que l'éducation financière n'est pas au centre de la formation. Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'ils organisent des modules de formation, je ne sais pas, sur 3 mois, 2 mois, ça dépend de la régularité ou du programme de chaque club, pour que les différents joueurs qui arrivent commencent à comprendre que, ok, vous êtes en train de jouer, vous allez gagner de l'argent, mais comment vous faites pour que cet argent soit utile pour vous? Et moi, j'ai aussi l'impression que la plupart des footballeurs, parce que j'ai géré la communication d'un club ici sur place, mais je ne vais pas citer le nom ici, j'ai remarqué que la plupart des joueurs ne sont pas conscients que ce qu'ils font, c'est leur travail. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Donc, j'ai compris que la plupart des joueurs, au fait, ils sont là. J'ai comme l'impression qu'on a plaisir de jouer. Oui, donc, vous voyez, nous tous, on a grandi avec le football dans nos quartiers. Ouais. Mais je commence à me rendre compte que même certains joueurs, au fait, ils ont toujours cette même mentalité, mais au niveau professionnel. Okay. Vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Il faut leur faire comprendre que c'est ton travail, c'est ton gagne-pain, mais au-delà de ça, mais comment tu gères cet argent-là après la carrière? Parce que les différents contrats dans le football, c'est 5, 8, 10, 15 ans max. Donc, ça veut dire que sur 15 ans, tu as une période de 15 ans pour travailler. Vous voyez? Donc, il doit apprendre à gérer l'argent de manière à investir. Est-ce que je saurais dire à un footballeur, tu dois investir dans quoi? Qu'est-ce qui marche? Non, je ne saurais pas. Mais tout ce que moi, je peux donner comme conseil concret, qu'ils cherchent des financiers, qu'ils cherchent des banquiers peut-être, qui peuvent les orienter. Surtout les banquiers. Pourquoi les banquiers? Moi, je conseille souvent les banquiers dans l'éducation financière. Pourquoi? Ces gens-là sont en contact avec l'argent tout le temps. Ils savent ce qui marche. Ils savent quels sont les business qui marchent parce qu'ils voient les entrées dans les différents comptes. Ils savent. Et ces gens-là peuvent dire, OK, toi, en tant que footballeur, voici ce que tu peux faire avec cet argent. Moi, je te conseillerais d'investir dans tel. Tu n'es pas forcément obligé d'être toi-même sur le business. Il peut être actionnaire dans différentes entreprises. Et ça, c'est une culture que nous, en général, au Congo, on n'a pas. La culture d'investissement, on n'en a pas. Oui, monsieur Yohan, moi, ma première question est celle de savoir, du fait que vous parliez de l'encadrement de joueurs, avoir une équipe tout autour de ce joueur-là, c'est aussi peut-être ça, la crainte des joueurs, parce qu'on a beaucoup d'exemples où tu confies ton argent à quelqu'un, et finalement, c'est cette personne-là qui t'emmène vers la ruine. Est-ce que vous ne comprenez pas peut-être cette crainte-là qu'ont les joueurs congolais? Parce que l'Afrique, c'est aussi différent de l'Europe. L'Africain n'a pas tendance facilement à léguer. Est-ce que ces joueurs-là sont pas aussi exposés à ce risque-là? Ok. Moi, je dis toujours que toute décision que nous prenons, il y a toujours des risques, sans doute. Mais évidemment, notre intelligence va devoir faire en sorte qu'on puisse plutôt minimiser les risques au maximum. Un autre problème aussi, c'est que nous, en général encore, je précise, en Afrique, nous n'avons pas trop la culture des lois. Vous savez, quand vous signez un papier, des ententes, des contrats, c'est ça qui nous protège. Quand on fait un investissement, moi je suis entrepreneur, quand on fait un investissement, ce qui protège l'investissement d'une certaine manière, ce sont les lois. Ce sont les différents principes de loi qui sont établis. Maintenant, les joueurs, encore par manque d'équipe, par manque peut-être même d'avocats professionnels, ils font beaucoup de bêtises avec leur argent. Vous voyez, moi j'ai vu, toujours dans l'équipe où j'étais, des joueurs qui finissent de gagner une demi-finale ou quoi que ce soit, ils ont reçu une prime et j'ai vu comment ces gens dilapidaient l'argent. Donc ils ont eu quelques primes et tout. J'ai vu comment les gens, ok, on va se déplacer un peu, on va aller s'amuser. Donc pratiquement 3 jours successifs, ils étaient en boîte, véhicule. Vous voyez un peu? Et ça, c'est une mentalité. C'est vrai, au niveau même international, on voit ce genre de choses. Mais remarquez, la plupart des joueurs ont des agences autour d'eux. Ici, je n'ai pas encore vu pour l'instant. Je n'ai pas encore vu un joueur qui a toute une équipe réelle qui gère sa carrière. Non, je n'ai pas encore vu ça. Un joueur qui gère sa carrière lui-même ne saura jamais évoluer, je vous assure.
Et ça même, c'est prouvé par les différents scientifiques qui travaillent dans le monde du football, du tennis, du basketball. La plupart des joueurs qui veulent gérer leur carrière seuls échouent. Parce que c'est difficile de gérer autant d'argent, c'est difficile. Et moi, j'aimerais savoir aussi dans un autre angle, c'est que ces joueurs-là, on peut comprendre, certains, c'est peut-être l'âge, certains, c'est peut-être le succès qui monte à la tête. On voit sous d'autres cieux, c'est parfois la famille qui accompagne les joueurs, mais en République démocratique du Congo, on a aussi comme l'impression que parfois les familles africaines, c'est des sources de problèmes parce que l'argent est souvent tabou en Afrique. Est-ce que les familles aussi, c'est quelque part un bémol pour ces joueurs-là? Parce qu'un joueur, un jeune qui gagne aujourd'hui peut-être plus que ses oncles, peut-être plus que voire même son père, est-ce que ce jeune-là ne sera peut-être pas aussi mis en difficulté par sa propre famille, par exemple? Ça aussi, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Quand on commence à gagner un tout petit peu plus d'argent ici en Afrique, en famille, premièrement, on te voit comme le sauveur. Ça, c'est premièrement. Donc, on estime, on va voir même dans les églises, tu es le Joseph de ta famille. Parce que tu as de l'argent. Et ça fait que les gens estiment que, ok, niwe tout a courir makutayake. Ça, c'est une très mauvaise mentalité, d'abord au niveau de nos familles. Et au niveau de nos joueurs, d'une certaine manière, c'est à eux de définir leurs principes autour de l'argent qu'ils gagnent. Parce qu'il faudrait qu'on soit dans le réel. L'argent que tu gagnes, c'est à toi, d'abord. Et puis maintenant, évidemment, tu vas te dire, bon, ok, je peux aider ma famille de cette manière, ainsi de suite. Ouais. Mais voilà, je vais donner un exemple très concret. Pogba, son histoire. L'histoire de Pogba, c'est à cause de la famille. Vous voyez. Et on voit ici c'est courant. Ici, c'est très courant. Seulement que peut-être on n'en parle pas. Effectivement, on n'en parle pas parce qu'on estime que non, on est en Afrique, on ne peut pas dire que voilà, la famille me fait ceci. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause justement du fait que la famille les soutient énormément d'argent. Chaque mois, lui au moins il gagne. Va chez ton oncle, là il va payer pour tes études. Va chez ton oncle, là il va te donner de l'argent pour ta dot. Vous voyez un peu. Et ça, je pense qu'il faudrait je dirais encore une fois de plus que la Linafoot peut organiser même des publicités pour sensibiliser les gens. Vous savez, tout est question de culture. Et une culture, ça se crée. Et ça se crée par quoi? Moi, dans le cadre de la Linafoot, je leur dirais, faites des publicités de conscientisation. Comment on dit? De sensibilisation plutôt. Non, voilà, mettez en scène des joueurs et les familles, les différentes réalités, parlez de ça. Ça va commencer à changer la mentalité des différentes familles. Et ce que vous venez de dire là, c'est très important. Beaucoup de joueurs aussi souffrent à cause de ça. Oui, avant peut-être de céder la parole à Jean, j'ai une autre question. J'aimerais savoir, est-ce que aujourd'hui, dans le rouage du football congolais, ces jeunes-là qui sont en train de s'épanouir, aujourd'hui on a les Kabouit, on a les Bongeli, etc. Quelque part aussi, c'est peut-être leur façon de se vendre qui pose aujourd'hui peut-être problème parce qu'ils se vendent pas assez. Est-ce que ces joueurs-là aussi ne sont peut-être pas aidés par le mode de consommation aujourd'hui de notre population, parce que on a comme l'impression qu'on consomme de moins en moins de football et ces joueurs-là sont moins populaires qu'avant. Est-ce que ça aussi, ça fait en sorte que ces joueurs-là se contentent que de leur salaire et ils arrivent peut-être pas à avoir beaucoup d'argent pour peut-être avoir plusieurs entreprises après? Ok, comme je disais, ça même moi-même, c'est un constat. Le football, c'est la communication. Ce qui fait même qu'aujourd'hui au Congo, à l'époque, en 2000, 2009, 2012 et tout ça, tout le monde était scotché à la télé. Quand Mazembe va jouer, Lupopo va jouer, nous tous on était là. Quand la RDC veut jouer, nous tous on était là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on mettait beaucoup de bruit au niveau du football. Et puis aussi, il n'y avait pas beaucoup de réseaux aujourd'hui comme aujourd'hui. Ouais. Mais aujourd'hui aussi, le problème avec nous en Afrique, c'est qu'on a difficulté à s'adapter. Donc ça veut dire qu'il suffit que les clubs adoptent la même communication que des clubs extérieurs. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont aimer ces clubs-là, qui vont aimer ces joueurs. Moi, je dis toujours clairement, il suffit de voir la qualité de l'image de notre football, ça ne donne pas envie. Vous voyez? Or que nous, à la télé, nous les jeunes aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, on veut voir des choses bien. On serait fiers aussi de dire, voilà, notre joueur, c'est un Congolais, il vient de Maniema, il vient de Kisangani, c'est notre joueur. Mais ça devient difficile, pourquoi? Parce que tu vas même sur son compte Instagram, c'est des photos avec Itel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il faudrait qu'on ait des choses quand même concrètes. Ça, c'est extrêmement important. Lamine Yamal, par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Au-delà d'ailleurs de son talent,
Est-ce que vous voyez la communication qui est derrière ce petit-là? Ces affaires extra-sportives. Vous imaginez un peu. Tout ce qui fait. Qu'est-ce qui fait que nos joueurs qui ont ici maintenant presque 29 ans, 25 ans, 30 ans, n'arrivent pas à faire une communication comme ça? Ils veulent gérer aussi leur carrière seuls. C'est ça le problème. Moi, je dirais même, il y a des nouvelles entreprises de communication qui existent maintenant ici à Lubumbashi. Je parlerai même par exemple de Comdab, ils sont très bons. S'il y a des joueurs qui leur donnent des contrats pour gérer leur communication, je vous jure, au bout de 6 mois, on va avoir des résultats sérieux. Et moi aussi, je dirais aux techniciens de notre football, achetez des caméras qu'il faut pour nous permettre d'avoir des bons matchs. Non, on a encore quelqu'un qui a mis un canon, je ne sais pas, 55D au-dessus, on filme à gauche, à droite. On n'a pas vraiment un bon résultat. Oui, ça ne fait pas une bonne publicité. Prenons même le cas juste de la Tanzanie, de l'Égypte. On voit quand même la qualité aujourd'hui. On ne peut pas le nier. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'évolue pas? Tout ça, ça joue un rôle. C'est tout un écosystème autour du joueur. Et ça doit être facilité par justement les différentes organisations de football. Vous voyez? Donc tout ça, c'est important. Oui, ce que vous dites, c'est vraiment important. Et moi, j'aimerais savoir, parce que ça aussi, c'est une réalité. On est dans un pays où vous avez du joueur qui vous touche, excusez-moi, des 100, 200, 300, 500 $, voire même 1000 $. Et quand tu as un joueur qui reçoit, par exemple, 500 $, alors lui, tout de suite, la première des choses qui saute aux yeux, ce n'est pas d'investir dans la communication. Et déjà, il se pose la question de savoir quand est-ce que j'investis dans la communication, parce que la plupart de nos joueurs, il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants, et d'autant plus, vous parliez ici des familles et tout à l'heure, ce que ça fait que la personne ou l'athlète est vraiment étouffé lui-même. Dans ce genre de cas, quelle attitude faudra adopter? Déjà, c'est la première question. J'enchaîne avec la deuxième. C'est quand est-ce qu'un joueur doit prendre conscience personnellement qu'il faudra investir autour de cette éducation financière, autour de lui, mais aussi autour d'une bonne communication. C'est à quel âge? Parce que là, on a vraiment des joueurs qui commencent à se faire entendre à l'âge des 20, 25, peut-être 26 ans. On a 18 ans. Kabouit. Ça, c'est encore des cas rares. Ouais, ça, c'est une exception. On en parle presque pas. Vous voyez, on est dans un pays où un joueur de 28 ans, c'est vraiment de lui qu'on parle. Déjà qu'il y a Maëlle qui s'est plaigné qu'on l'a pas aidé. On l'a pas aidé. Tout à l'heure. Parce que quand est-ce qu'un joueur doit prendre conscience que c'est à ces niveaux, un joueur congolais, je précise, que c'est à ces niveaux qu'il faudra réellement investir autour de ma communication et de l'éducation financière. Vous avez soulevé un point important, le social du joueur. Tu gagnes 500 $, tu as une famille peut-être, et aussi, il ne faut pas qu'on se mente. Nous, ici, la vie est chère. Vous voyez. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, 500 $ n'a plus beaucoup de valeur. Donc, il se dit, OK, je suis un joueur, je dois quand même me mettre dans des bonnes conditions. Il se paye peut-être un appartement qui peut lui prendre 250 ou 300 déjà. Il reste à la moitié de salaire. Donc, il reste déjà dans ce problème. Or, il doit manger, il doit se déplacer, peut-être qu'il n'a pas encore de véhicule. Pourquoi je suis en train de lever ces petits points? C'est juste pour aussi faire alerter d'une certaine manière les organisations financières, dont la Linafoot aussi d'une part. Ils doivent réfléchir à comment développer le social des joueurs. Et même aussi le gouvernement, qu'est-ce qu'ils pensent autour du football? Le football aussi, c'est du tourisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Égypte juste parce qu'ils sont en train ils veulent voir le football. Moi, je suis allé à Pretoria juste pour aller voir Mamelodi jouer. Vous voyez, qu'est-ce qui m'a attiré? Leur qualité du travail, vous voyez. Donc moi, je pense que les différentes organisations doivent faire en sorte qu'ils puissent créer un écosystème agréable aux joueurs. Parce qu'un joueur qui gagne 500 $, il va se retrouver dans un contexte où il doit répondre à ses besoins. Et il va se dire, pour que je vive, il faut que je trouve d'autres moyens de gérer de l'argent. Ouais. Mais il va peut-être chercher d'autres travails. Je ne sais pas si vous avez appris Auckland City, qu'on a gagné 0. Vous connaissez leur histoire. Tous les joueurs ne sont pas joueurs. Il y a des professeurs et tout ça. Pourquoi? Parce que dans leur pays, le football ne paye pas. Et si on arrive à cette même conclusion et qu'on l'a appliquée sur la République démocratique du Congo, effectivement, on va se retrouver dans les mêmes problèmes. On va se retrouver avec des joueurs qui sont professeurs, des joueurs qui sont mécaniciens et tout ça. Mais tout ça, moi, je ne vais donner la faute que à ceux qui organisent le football.
Je vous dis la vérité. Parce que l'écosystème, c'est pas le joueur qui va le créer. Ce sont ces organisations qui vont créer un bon écosystème et les joueurs vont devoir juste surfer sur cette vague-là. Ouais. Et puis le reste va venir. Donc ça, c'est pour cette question, justement, c'est comme ça que je dirais que je répondrais. Et pour la deuxième question, juste un petit rappel. À quel moment on se rend compte que il faut y aller, il faudra avoir... Ok. Bon, moi, je pense que l'idéal serait même au début de la carrière. Il faut commencer au début de la carrière. La communication, aujourd'hui, on ne demande pas forcément à ce que le joueur investisse dans des grandes agences. Ça peut aller petit à petit. Vous savez, aujourd'hui, avec le téléphone, tout simplement, on voit quand même des résultats. Il suffit qu'il ait un bon téléphone qui peut lui faire 2-3 petites bonnes vidéos, mettre en valeur son talent, des belles photos et tout ça. Il peut commencer à donner il peut commencer à donner une bonne image. Et avec cette bonne image, on peut l'utiliser par différentes entreprises. Il y a aussi, mais je vous coupe pas la parole, mais si j'ai déjà fait. Il y a aussi des clubs aujourd'hui qui interdisent aux joueurs d'être très visibles dans notre pays. Ça aussi, c'est évident. Je vais pas citer les noms, mais même avoir une interview, c'est tout à fait compliqué. Même parler à la presse, pour eux, c'est une forme de danger qu'un joueur s'exprime parce que ils estiment que le moment n'a jamais été opportun. Et ça fait qu'il y a des joueurs qui peuvent venir au sein d'une équipe jusqu'à ce qu'il va partir. Il n'a jamais parlé à la presse. Il n'a jamais posté quelque chose pour la grande partie d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça aussi, ça influence sur la marque déposée de la personne? En tout cas, cette information, je viens de l'avoir et je suis choqué. Je suis réellement choqué. Je ne sais pas si c'est la mauvaise foi d'interdire aux joueurs de s'exprimer ou de communiquer, ou si peut-être on a des joueurs illettrés, je ne sais pas. Il faut voir. Qu'est-ce qui a poussé aussi de les pousser à prendre cette décision? Je pense que dans la part, c'est qu'il y a des questions parfois qui fâchent, qui seront posées par les journalistes après. Et puis aussi, l'équipe. En fait, il faudrait qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, nous au Congo, on a un grand défaut dans le football. Le football est devenu politisé. Oui, d'une part. Oui. Vous voyez, donc il faudrait peut-être réfléchir sur cette base-là. Peut-être ils se disent, il ne peut pas dire quelque chose qui politiquement peut. Parce que la plupart des présidents de football ici, on ne veut pas se le cacher, c'est des politiciens. C'est des politiciens qui veulent créer de la notoriété autour du football. Parce qu'ils savent que le football, c'est l'émotion. Et ils surfent sur cette vague-là. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on puisse régulariser même les différentes présidences des clubs. Voir vraiment au maximum possible comment dépolitiser le football. Parce que ça sera une très grosse barrière avec le Mais il faut qu'il y ait les moyens. Et malheureusement, justement, et souvent c'est le politique qui ont le moyen pour investir. Et ça aussi, c'est un gros défaut. C'est un gros défaut du fait que dans un pays, ce sont les politiciens qui ont plus d'argent que les entrepreneurs. Ouais. Il faut qu'on se pose quand même des questions. Oui, on a beaucoup parlé de l'investissement dans la communication, mais à quel moment les joueurs peuvent commencer à investir dans d'autres activités pour lui permettre d'assurer bien ses finances et aussi... à ce niveau-là, je pense que la question est claire. Au moment où il commence à gagner de l'argent. Vous avez évoqué quelque chose d'important qu'il a dit. Ici au Congo, évidemment, les salaires de nos joueurs ne sont pas non plus exorbitants. Il ne faut pas qu'on se mente. Et ce sont des petits salaires et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Le talent, il y en a. On a des bons footballeurs ici, des très bons même. Mais au niveau communicationnel, au niveau financier, c'est pas encore ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas réellement les réalités que vivent la Linafoot, le gouvernement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils réfléchissent à comment élever quand même le niveau. Parce que l'argent, on ne va pas se mentir, c'est un moteur de motivation extrême. Vous voyez, donc ça peut permettre à un joueur de se dire, ok, moi je vais investir dans des hôtels, je vais investir dans des appartements, dans l'immobilier, tout ce qui va avec. Mais avec un salaire de 1000, de 2500, de 500, c'est quand même difficile de dire. C'est là qu'il doit intervenir, la bonne éducation financière. Justement, maintenant là, il faudrait voir, il a évoqué un autre point, la famille. On est en Afrique en fait, t'es pas seul. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est comme ça que moi je dis, la première étape qu'on devrait faire, c'est ajouter des modules d'éducation financière. Parce que le joueur, quand il sait qu'est-ce qu'il fera avec l'argent quand ça viendra, au moment où il s'est préparé et quand l'opportunité viendra, vous verrez qu'il sera un bon gestionnaire. Mais quand tout arrive brusquement, il se dit, ah ouais, on m'a vu, j'étais en train de jouer les Frasies là-bas dans les quartiers, on m'a vu par un club, on m'a proposé $500. Il n'a rien pour la gestion. Il va se dire, ok, je me lance. Il se dit, ah moi, ma maman, elle vend et tout ça, moi, j'aimerais directement l'aider. Mais il faudrait aussi lui apprendre, ok, tu vas aider comment?
Oui, on n'est pas contre le fait d'aider, mais tu aides comment? Est-ce que tu te retrouves aussi? Ouais. Vous avez parlé des salaires minimes, mais je me rappelle, 2009-2010, il y avait quand même des joueurs Des qui bons gagnaient salaires, beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ce sont des joueurs qui n'ont même pas des mégas. Mhm. Mais c'est grave. Très grave. Justement, c'est comme je disais, je vais dire quand même quelque chose peut-être qui saurait être peut-être choquant, mais c'est quand même une réalité. La plupart des joueurs que nous avons n'ont pas véritablement étudié. La plupart. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il se dit, ok, j'arrête en 5e secondaire, j'ai l'opportunité de jouer. Il joue. Et d'autres clubs même peuvent utiliser ça. Ils se disent, bon, c'est un illettré, on va gérer un petit calcul là, un petit salaire. Et le joueur va se retrouver dans un contexte où ses capacités intellectuelles ne sont pas au top de la gestion. Parce que la gestion financière, c'est pas le hasard. C'est pas quelque chose où, voilà, quelqu'un commence à savoir gérer. Non. C'est comme ça que je disais, il est important pour ces gens-là d'avoir une équipe. Peut-être pas une très grande. Je disais, tu as même les banquiers. Un banquier, un gestionnaire de ton compte peuvent facilement t'orienter. C'est même peut-être moins coûteux qu'un financier officiel. Vous voyez? Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on oriente nos joueurs de cette manière-là. Ce qui a fait que même la plupart des grands joueurs aujourd'hui n'ont pas su générer plus d'argent comme on voit ailleurs, même Samuel Eto'o, Drogba qui ont réellement investi. C'est aussi, comme je disais, la culture de l'investissement n'est pas dans le cœur des Congolais. Vous voyez, on a vraiment cette culture de l'instant présent. On veut utiliser maintenant, on veut vivre maintenant, mais on ne voit pas le futur. Et moi j'ai une question, si tu permets. Je vais te laisser poser ta question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des footballeurs également qui nous regardent? Moi, j'aimerais que vous soyez honnête avec ces footballeurs-là, parce que j'ai comme l'impression que c'est pas opportun ou c'est peut-être pas donné à tous les footballeurs d'investir. Ce qu'on est en train de dire là, ça peut bien sonner dans les oreilles d'un joueur du TP Mazembe, par exemple, parce qu'il sait que voilà, mon salaire peut me permettre même d'avoir un compte en banque qui est conséquent. Mais il y a des joueurs qui évoluent à Kananga, qui évoluent à Chinkonku, qui évoluent, je sais pas moi, même à Don Bosco, je sais personnellement que c'est pas des salaires énormes. Est-ce que on peut vraiment dire à ces joueurs-là que l'investissement à travers le football, c'est pas pour tout le monde? Bon, ça aussi c'est une réalité, mais alors là, il faudrait que les joueurs se contentent de ce qu'ils gagnent. Encore là, il y a un problème parce que quand tu es joueur, tu as l'impression d'être star. Comme je dis, le football, c'est l'émotion. L'émotion, c'est une bombe à retardement. Tu as des éloges, donc il y a certaines parties de ton cerveau qui te rappellent que ouais, tu es une star. Et pour ça, tu veux montrer un certain style de vie. Vous voyez? Et quand tu veux montrer justement ce certain style de vie qui ne va pas peut-être avec ton salaire, tu vas peut-être t'endetter, tu accumules des problèmes comme ça. Vous voyez? Ce qui est vrai, on le répète, on ne fait que le répéter ici, c'est que l'industrie du football n'est pas encore stable dans notre pays. Ça, c'est vrai. Et comme vous avez dit, vous avez bien cité un club bien particulier qui peut-être met bien les joueurs, mais ce n'est pas tous les clubs. Ouais. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Et ça, ce n'est pas la faute des joueurs, c'est les organisations qui doivent gérer ça. Comment on élève le niveau de l'industrie footballistique? C'est ça le problème. Et moi, j'aimerais savoir autre chose. Est-ce que c'est forcément un problème lié, parce que vous avez parlé de l'industrie qui ne marche pas, mais on voit aussi sous d'autres cieux des joueurs sénégalais qui partent jouer en Europe et après ils reviennent au Sénégal avec rien. Est-ce que c'est aussi un problème de mentalité culturelle, par exemple? On se dit que c'est forcément lié aux Africains. Les Africains sont très dépensiers et ils ne pensent pas à l'avenir. Est-ce que ça aussi, c'est un problème de culture qui empêche aux joueurs africains de pouvoir avoir de belles vies après carrière? Je pense que oui, hein, ça c'est quand même important, la culture. Comme je disais, en général, une fois de plus, notre culture n'est pas... On a beaucoup trop la culture de l'instant présent. On ne voit pas l'avenir, on ne voit pas, on ne visualise pas notre avenir en ce qui concerne, voilà, après ma carrière, qu'est-ce que je fais? Ça devrait être une question de tous les footballeurs à tout moment. Qu'est-ce que je fais après ma carrière? Donc ça veut dire, ce n'est pas parce que tu as gagné aujourd'hui $500 que tu investis tout. Tu peux créer de l'épargne. Tu te dis, ok, j'ai un contrat de combien d'années? J'ai un contrat de combien? Il faudrait se donner aussi des objectifs. Hein. J'ai un contrat de 5 ans, je vais gagner combien sur les 5 ans? Qu'est-ce que je mets de côté pendant ces 5 ans? Donc il faudrait aussi réfléchir comme ça. Il ne faudrait pas, ok, à la fin du mois, j'ai un 2500 et puis c'est tout. Non. Il faudrait peut-être voir sur l'effet cumulé. Même s'ils ont des petits salaires, quand tu fais sur une longueur du contrat quand même, on se retrouve que ouais, c'est quand même une somme.
Tu te dis, ok, j'ai 1000, je mets par exemple 300, 500, je sais pas, ça dépend de chacun. Je ne sais pas dire, voilà, c'est mieux d'investir autant dans ça, je sais pas. Mais sur une période de ton contrat, réfléchis, qu'est-ce que je fais pendant ce contrat? Qu'est-ce que je fais après ce contrat? Parce que de toute façon, rien ne garantit qu'après ce contrat, tu auras un contrat mieux juteux. Peut-être que dans ce contrat, tu vas baisser tes performances, ce qui t'emmène dans un autre club peut-être. Ouais. Tout comme ça peut être dans un contrat où tu performes énormément, tu as la chance d'être pris ailleurs. Mais voilà, le problème c'est qu'est-ce que je fais avec cet argent durant cette période? C'est très important ça. Dernière question. Est-ce que, moi je pense, et c'est peut-être un constat général, le garçon en général, c'est voilà, aux alentours de 35-40 ans que la vie peut-être prend une forme de stabilité. C'est pas pour tout le monde, mais en général, on voit que l'homme, en termes de maturité, en termes de maîtrise de soi, 35-40 ans, c'est là que l'homme se stabilise un petit peu. Et un joueur de football, on sait que voilà, ça peut commencer à 19 ans, 20 ans, et il sait qu'à 30 ans, 38 ans, ma carrière prend fin. Exactement. Est-ce que vous comprendrez un joueur qui s'est dit, je vais réfléchir à mon avenir après le football? C'est-à-dire que quand je termine le football, j'ai toute la vie devant moi, et c'est à partir de là que je vais commencer à chercher à me stabiliser. Waouh. Cette question est quand même profonde. Hein? C'est une question profonde parce que ça touche en fait à l'état même du joueur. Ouais. Donc il se pose des questions en fonction de qui il est. Il se pose des questions en fonction de la situation dans laquelle il se retrouve. Effectivement, donc il y a... wow. Là, j'essaye de me mettre à la place de ce footballeur. Dans sa réflexion. Et en fait, d'une certaine manière, tu peux peut-être lui donner raison. Mais ça reste quand même essentiel et même vital de réfléchir. Il se dit, ok. Et aussi, il faut savoir que la plupart des joueurs, même quand ils sont très petits en âge, on les prend sans les payer. Ça, c'est vrai. Ouais. On dit, bon, ce sont des petits, d'abord, on les utilise et tout. Avant de te faire signer un contrat. Avant de faire signer un contrat, on te dit, non, toi, on va lui donner juste peut-être les transports et tout ça. Ça aussi, c'est un problème avec les clubs. Que les clubs... Quelle caméra me regarde? C'est celle-ci? Cher club, soyez sérieux, payez les talents. Donc voilà, moi je crois que c'est important. S'il y avait une commission qui existait pour régulariser de manière rigoureuse, sans corruption, le football congolais, on serait loin. Et je dirais même au ministère plutôt du tourisme, tant national que provincial, de réellement se pencher sur le football. On a beaucoup de talent ici. Le Brésil aussi a créé tout son tourisme autour du football. Hein. Ouais. Et c'est parti de là. Et puis maintenant, c'est l'agriculture, ils ont diversifié. Donc moi, je pense que le football devrait être une des priorités dans notre pays, sincèrement. Donc finalement, je vais poser une question parce que je commence à m'ennuyer. Je commence à m'ennuyer finalement. Et je crois peut-être que ça sera les dernières questions. J'en pose deux aussi à la fois parce que j'ai comme l'impression qu'on risque de m'arracher la parole. Oui, et la première question, c'est de savoir parce que vous avez un peu tété aux mamelles du sport congolais, ces expressions. Vous savez un peu comment ça se passe, même si c'est pas en totalité. Et aujourd'hui, on vous demande de faire une proposition pour renforcer l'éducation financière du joueur congolais, mais pas que de joueurs, mais aussi de nos clubs, parce que ça en souffre aussi. Quelle proposition vous faites, par exemple? Est-ce qu'on peut créer bon, je ne mets pas à répondre à votre place, mais est-ce qu'on peut créer quelque chose allant dans le sens où le joueur, il profite, je sais pas, d'une bonne communication, de bons contrats, parce que c'est pas ça qui nous manque. C'est la première question. La deuxième, elle est un peu plus personnelle. À quel âge vous avez pris conscience que finalement, il fallait que je me forme financièrement? Et expliquez-nous un peu comment c'est parti jusqu'à ce que vous nous partagez votre expérience sur ces plateaux. Ok. Justement, pour la première question, vous avez touché à quelque chose. Justement, j'étais plus concentré sur le joueur, mais même sur le plan des clubs, quelle est la gestion financière du club? Comment le club gagne de l'argent? Et aussi, en fait, le problème, c'est qu'on ne pense pas que les clubs, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises à part entière qui doivent générer de l'argent, qui doivent créer un fan club. Ce fan club va acheter des maillots, des accessoires et tout ça. Et on se rend compte que pour l'instant, les clubs qui arrivent quand même à faire ça, c'est Lupopo et Mazembe. Pour l'instant. Les autres, ils font vraiment beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on va revenir sur la communication.
Remarquez, Lupopo a énormément quand même évolué au niveau de la communication ces quelques dernières années. Et ça fait qu'on commence à reconnaître à nouveau les joueurs de Lupopo. À l'époque, on les connaissait tous. Mais depuis une période, même ceux de Mazembe, on ne les connaissait plus. Il avait disparu. Ouais. Mais là, maintenant, on se rend compte qu'ils commencent quand même à revenir. Ah, oh, ok, c'est tel. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à remettre à nouveau la communication. Et cette communication-là va pousser aux gens d'être fans engagés dans les clubs. Et ce sont ces fans engagés-là qui vont en fait faire générer de l'argent. Au-delà du fait d'abord d'acheter des maillots et tout ça, plus vous avez des fans, plus les entreprises peuvent devenir sponsors et acheter des espaces publicitaires sur vos maillots et tout ça. C'est comme ça que on génère de l'argent dans le football. Maintenant, ici chez nous, on a encore, moi j'ai déjà, bon c'est vrai, c'était pas un club qui était dans la Nina Foot et tout ça. J'ai déjà été président d'un club pour tester ce que ça fait. Mais c'était vraiment au niveau amateur, on n'avait pas encore toutes ces licences, mais c'était pour voir. Ouais. Mais cette petite expérience m'a fait comprendre, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, comment gérer des clubs et tout ça, et je me suis rendu compte que les clubs génèrent facilement de l'argent en publicité. Or, pour que les entreprises investissent sur ce club, il faudrait avoir une base de fans grande. Vous voyez? Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas ici. Donc, au niveau des clubs, il y a encore aussi beaucoup de travail à faire. En fait, moi, je dirais qu'il y a tout à faire. Tout à refaire. Ouais, à refaire, effectivement. Parce qu'à une période, on avait une bonne courbe d'évolution avec le football et même l'industrie. Parce que même quand vous parlez les anciens joueurs, ils vont vous dire effectivement il y avait des problèmes, mais il y avait quand même un cadre assez intéressant qui faisait que voilà, on pouvait avoir des stars, comme on dit. Donc sur ce point-là, voilà. Et moi, pour mon cas, comme je disais, je suis entrepreneur, donc j'ai grandi aussi dans un contexte où ma mère est aussi entrepreneur. Et j'ai grandi dans un contexte où on te dit, voilà, il faut savoir bien gérer de l'argent. Il faut savoir bien investir de l'argent, il faut. Et moi, quand j'ai commencé à lancer mes petites activités, j'ai commencé à réutiliser de l'argent à bon escient, évidemment. C'était pas facile. Et ce n'est pas non plus facile. Parce qu'il y a parfois des pics émotionnels. Tu te dis, j'ai eu ce contrat, j'ai eu un peu d'argent, je dois enjoy un peu. Il y a aussi l'imprévu. Ouais, ça ne manque pas. Et c'est là, à ce niveau, que je dirais, voilà, c'est à ce niveau que mon gestionnaire m'aide. Parfois, il te dit, non, tu vois, mon cher, à ce niveau, vu la période, vu ceci, vu tes objectifs, vu ta vision, je pense que l'idéal serait, non, attends, ne dépense pas au max comme ça. Il peut me dire, ok, mais peut-être autant d'argent pour tes loisirs, vous voyez, tu peux utiliser ça pour tes loisirs, mais il y a de l'argent que tu investis réellement, vous voyez. Et puis l'investissement n'est pas forcément une chose personnelle. Tu peux avoir des projets, mais tu invites des gens sur le projet, ouais. Donc, même moi-même, en effet, j'ai encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Je dirais tout simplement que est-ce que je vis bien si je veux raccourcir la question. Disons que je mange, je suis en bonne santé. Franchement. Ouais, dans le commerce, je pense que ça fait comprendre. Voilà un peu ce que j'aurais à dire. Voilà, c'était là, monsieur Johan Kalika, avec qui on a évoqué la question en rapport avec l'éducation financière dans ces focus de la team GMJ. On poursuit avec cette émission pour prendre notre partie, un pas dans l'histoire. Et aujourd'hui, un pas dans l'histoire. On est avec l'AS Monaco Porto en 2004 finale. 3 buts contre 0 en faveur de Porto. C'était une première finale pour José Mourinho et une finale l'emportée. Ouais, justement, on va revenir sur cette finale exceptionnelle de l'année 2004. C'était donc un certain 26 mai 2004. Attention, c'était à Gelsenkirchen, j'avais peur de me tromper sur le nom. On est en Allemagne, dans l'arène de la formation de Schalke. Ils accueillent donc pour une première
finale européenne de la Ligue des Champions, bien évidemment. D'un côté, l'AS Monaco de Didier Deschamps. De l'autre, le FC Porto, emmené par un entraîneur encore méconnu du grand public. C'était donc là José Mourinho. Ce soir-là, c'est toute l'Europe qui a découvert le génie tactique de ce jeune portugais. La formation de Porto a étouffé les Monégasques. Le score a été sans appel, 3-0 à l'arrivée pour les Dragons, avec des buts signés Carlos Alberto, Deco et Ali Michev. Sur le terrain, la première période est plutôt équilibrée entre les deux formations. Monaco s'est créé quelques situations dangereuses, notamment par l'intervalle de Ludovic Duly, l'un des anciens internationaux français, avant sa sortie sur blessure, qui va d'ailleurs déséquilibrer totalement l'équipe monégasque. Mais Porto va ouvrir le score sur une belle inspiration d'Edeco, qui a servi Carlos Alberto pour l'ouverture du score. Et en seconde période, la machine portugaise va dérouler. Les Monégasques vont craquer physiquement et le rouleau compresseur de la tactique de José Mourinho va faire la différence. Deco, un véritable chef d'orchestre, inscrit donc le deuxième but avant qu'Alinichev ne scelle définitivement le sort du match. Mais cette finale, cette histoire ne fut pas que un seul moment, ou le seul moment de gloire de José Mourinho. Il va par la suite confirmer en devenant l'entraîneur qu'il a été. Mais ce soir-là, c'était aussi une page importante pour le football congolais. Et bien sur la pelouse de ce fameux stade du Schalke 04, dans les rangs monégasques, un nom a retenu l'attention. Shabani Nonda, l'international congolais revenu plutôt de blessure. Il est venu disputer quelques minutes en fin de match. Il devient ce jour-là le tout premier Congolais et jusqu'à nos jours, il demeure le seul joueur à avoir pris part à une finale de Ligue des Champions européenne. Un symbole fort pour tout un continent, une fierté pour la RDC en particulier et un rappel que même dans les sommets du football mondial, les talents congolais peuvent aussi s'illustrer et même briller. Ce 26 mai restera donc à jamais gravé dans la naissance du phénomène Mourinho et l'inscription aussi de Shabani Nonda dans le grand livre de la Ligue des Champions. Donc c'était ça, la naissance de Mourinho sur le continent européen. Il a aussi fait quelques passages en tant qu'adjoint du côté du FC Barcelone, avant de briller en tant qu'entraîneur titulaire du côté de Porto. Et ensuite, on connaît l'histoire, ça sera l'Inter, ça sera Chelsea, ça sera le Real Madrid, et la suite, on la connaît. Donc, c'est ce soir-là que Mourinho a officiellement, j'ai envie de dire comme ça, inscrit son nom. Ce sera aussi les Special One. Oui, Chelsea. oui, alors Mourinho, c'est sûr que perso, j'ai jamais été fan de lui, mais il fait toujours un bon travail. J'aime son côté foufou, là où il est un peu malade. Il peut te sortir une masterclass. Là encore Ignac pour faire ça. Oui, récemment avec Fenerbahçe, c'est ça un geste. C'était terrible. Mais après, vous savez, ça reste l'un des grands entraîneurs de l'histoire du football au niveau mondial. Et ça laisse voir un peu comment le foot était homogène à l'époque. Parce que c'est sûr qu'il y a un Real Madrid, incontestablement, où il y a les football club Barcelone. C'est des clubs. En 2004, il y avait encore les Galactiques au Real. Madrid, oui. Tout à fait. Mais vous avez fait Porto, Monaco. Voilà, ça sortait un peu de l'ordinaire. Et Monaco qui a éliminé le Real et Chelsea dans son parcours. Tout à fait. Donc je crois que ça reste des moments comme ça, des saisons qui n'arrivent pas chaque année. Et quand vous avez un entraîneur comme Mourinho qui faisait ses débuts, je crois que perso, ça reste marquant pour lui et aussi pour les gens qui vont le suivre après, que ça soit au Real ou à Chelsea, ou ceux qui le suivent encore avec Fenerbahçe, qui restent sur. Et le bien avec Mourinho, c'est que dans toutes les équipes où il entraîne, souvent, il ne manque pas de gagner un titre. Oui, il gagne surtout les titres européens. Ouais, il a fait avec Roma. Et c'est jusqu'aujourd'hui le seul entraîneur qui a gagné toutes les compétitions européennes. Il a gagné la Ligue des Champions, l'Europa League et la toute récente Conference League. Et non pour le Congolais, mais bon, après, ça c'est triste, on aurait bien voulu voir Bakambu faire mieux, je pense, en Ligue Conférence avec Betis Séville, mais bon, voilà, ça fait que ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça reste toujours malheureux. Vous savez, on a du talent. Le Congo, ça reste l'un des plus grands visiers du football africain. Et même en Europe, même s'il faudra dire qu'on occupe pas peut-être le premier plan, mais quand vous regardez la plupart des clubs européens, que ce soit en deuxième division et peut-être un tout petit peu en première division de championnat par cap, il y a toujours des joueurs congolais.
Et malheureusement pour eux, on les disait ici tout à l'heure, comment vous gérez vos carrières, comment vous vous entourez autour communicationnellement autour de vous et vous n'avez qu'à voir comment Silas gère sa carrière aujourd'hui et vous avez tout de suite la réponse. Donc je pense que perso, il y a plein de choses autour de ça et ça fait que malheureusement... On va aussi poser une question à M. Johan par rapport à José Mourinho, ses aventures avec les clubs, aussi à son premier titre de Ligue des Champions avec le FC Porto. Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour José Mourinho. Moi, je dis souvent même que c'est le meilleur. Moi, ça n'engage que moi, évidemment. Moi, si je ne dirais que ça. Je dirais juste que moi, j'ai beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, il n'est pas vraiment dans les radars. Il a vraiment disparu. Ouais, c'est la carrière. Mais son rival de tous les temps, Pep, il est encore là. Bon, c'est vrai. Hein. On grandit, on se fatigue. C'est la courbe de la vie. Et on meurt, effectivement. Peut-être qu'il est dans la phase de vieillesse, tout ça, on ne sait pas. Mais ça reste une légende, ce monsieur. Ça reste une légende. Comme on dit, joueur même si il était parfois en conflit avec Arsène Wenger, surtout en 2004, c'était la finale face à Arsène Wenger. Ils ont retrouvé encore leur rivalité quand Arsène Wenger était avec Arsenal. Et parfois, il a été insulté, genre il n'avait pas des jeux, des styles de jeu. Et il a toujours été dans la polémique. Voilà, c'est qui est vrai. Il a toujours été dans la polémique. Ce qui est important, c'est gagner. Et quand vous gagnez, on se rappelle de la finale, de la demi-finale Inter-Milan-Barcelone. Il s'en fout, il met Eto'o en arrière gauche, après il s'en fout. Il s'entendait même plus. On poursuit avec cette émission et là on va faire place à notre légende dans notre panthéon. Le moment où on met un joueur sur le piédestal, les joueurs qui a marqué l'histoire, qui continue à marquer l'histoire, ce sera avec Jean Tchoyi après cette transition. Comme c'est devenu l'habitude, Joël, on n'a plus des noms, il n'annonce plus les noms. Non, mais après, on va dire que je me suis échangé par les amis. Ouais, après. Sur mes choix, qui pouvaient ou n'est pas arranger. Aujourd'hui, c'est quand même une rubrique spéciale. Écoutez, on parle toujours d'un ballon, il est rond aussi, mais c'est une boule cette fois-ci. Est-ce que vous comprenez de quoi? Moi non, en tout cas. Une pastèque peut-être. Allez, on est sur une partie du basketball. Et chers amis, on parle d'un athlète congolais, d'un basketteur congolais qui a marqué une génération. Et j'ai titré Légende africaine, Dikembe Mutombo, les géants, au grand cœur. Respect. Et effectivement, on pense encore à lui. On va toujours parler de ses découvertes sur l'Amérique, mais à travers ses yeux d'un grand géant venu au cœur de l'Afrique, au nom d'une voix grave, un doigt levé, on se rappellera toujours. Nono, vers les ciels, Mutombo Dikembe, originaire du Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dikembe n'était pas destiné à briller dans le monde du basket. Enfant réservé et studieux, il rêvait plutôt d'une carrière en médecine. Sont ses 2,18 mètres et un destin bien plus grand que nature qui l'ont propulsé vers un autre terrain, celui de la NBA. D'abord étudiant à l'université Georgetown aux États-Unis, grâce à une bourse, Mutombo y développe rapidement ses qualités de pivot. Et en 1991, c'est la consécration. Il est sélectionné en 4e position des drafts NBA par les Denver Nuggets. Il entame alors une carrière de 18 ans marquée par l'excellence défensive. Sur le terrain, Mutombo, c'est la muraille africaine. 4 fois meilleur défenseur de la NBA, 8 fois All-Star. Il a terrorisé les attaquants adverses avec ses contres spectaculaires et ses fameux gestes du doigt, devenus sa signature No. Mais Mutombo, c'est bien plus qu'un joueur. C'est un homme de paix et de compassion qui a fait de son nom une cause. À Kinshasa, il a bâti un hôpital moderne, les Diamba Marie Mutombo Hospital, pour améliorer l'accès aux soins. Et dans le monde entier, il est reconnu comme un ambassadeur de la bonne volonté de l'UNICEF. En 2015, son immense contribution au sport et à l'humanité est consacrée. Il entre
dans les Hall of Fame de la NBA au panthéon du plus grand. Mutombo Dikembe, c'est un exemple pour l'Afrique et pour le monde. Un joueur exceptionnel, un philanthrope engagé, un Congolais au sommet. Il nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas qu'en centimètres, mais en actes et valeurs. Et comme on aime souvent le dire dans cette rubrique, le sport m'a donné une voix, mais j'ai choisi d'en faire un message pour les autres. Et ça reste aussi pour nous une occasion de porter des mains fortes, des œuvres qui sont réalisées par des stars congolaises, africaines, comme d'ailleurs les fait si bien ces derniers temps Cédric Bakambu avec sa fondation. Et aujourd'hui, c'est Mutombo Dikembe, la légende du basket qui vous intéresse. Évidemment, Mutombo Dikembe, il mérite bien sûr notre panthéon. Ouais, il mérite. C'est totalement une légende. Et il y a Koffi Olomide qui dit être grand ne veut pas dire mesurer 2 mètres. Mais lui, il était grand par la taille et par justement le talent, la carrière, etc. Moi, personnellement, pour avoir grandi à Kinshasa, l'hôpital Mutombo Dikembe était vraiment une référence. Le nom Marie, on ne connaissait pas. Donc nous, on disait l'hôpital Mutombo Dikembe. Du coup, c'est ce côté-là aussi humain qu'il avait. Il avait aussi beaucoup de projets, faudrait le dire ici, pour le basketball congolais. Malheureusement, il n'a jamais pu aller jusqu'au bout de ses idées. Mais c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. On se rend peut-être pas compte ici au Congo de ce qu'il représente. Moi, j'ai compris ça quand il est décédé. On a vu la grandeur des cérémonies qu'il a eues aux États-Unis, des légendes qui ont fait des messages pour lui rendre hommage. C'était assez extraordinaire. Et voilà, c'est pas, pour moi, il n'appartient pas qu'aux Congolais. Mutombo Dikembe appartient à tous les Africains parce que c'est quelqu'un qui a excellé dans son domaine. Et voilà, on doit à chaque fois se rappeler qu'il était congolais et tout ce qu'il a fait, ça va garder cette portée congolaise parce qu'on doit tout le temps, en tant que Congolais, être fier d'avoir eu une telle personnalité qui a porté notre nationalité. Il aurait pu changer de nationalité, mais il est resté congolais jusqu'à la fin de sa vie. Monsieur Yohan. Ouais, moi, je suis d'ailleurs passionné du basket, quoique je ne suis pas très très grande de taille. J'ai été basketteur aussi d'ailleurs à une période de ma vie. Moi, Mutombo Dikembe devrait être un modèle pour aussi les jeunes congolais. Pour qu'ils se disent, voilà, j'ai aussi la possibilité d'avoir une carrière comme lui. Et non seulement ça, ça devrait aussi, sa vie, être un message pour développer l'industrie du basket aussi dans notre pays. Pour que quelqu'un aussi un jour se dise, non, j'aimerais voyager vers le Congo pour jouer au basket. C'est possible. Moi j'imagine au fait un Congo de ce genre où les gens viennent parce qu'ils se disent, il y a des opportunités. Et lui, c'est aussi un signe du fait que voilà, on a la possibilité de réussir et d'élever le niveau des choses. Et ça reste aussi une légende et beaucoup de respect. Et malheureusement, il nous a quittés un peu plus tôt. Voilà. Ouais, parce que en termes de réalisation, ça c'est vraiment énormissime, mais derrière il y a aussi de jeunes qui s'inspirent de ce qu'il faisait. Il y a Bismarck, tout le temps que ce soit Goma, Lubumbashi aussi, je le vois. Il y a des Goma qui sont en train d'avancer petit à petit. Peut-être pas les niveaux qu'avait Dikembe ou Kabiyombo, disons, mais quand même, je pense qu'on est quand même dans la bonne voie pour permettre à ces baskets, c'est bien tout le temps ici au pays, d'arriver les gens qui viennent. Évidemment, on va continuer bien sûr à vous mettre sur le panthéon certaines légendes qui ont marqué les sports congolais et africains. Et voilà, on dit merci à Jean, merci à Joël, merci à M. Yohan pour la participation à l'émission. C'est donc la fin de ces 21e épisode plutôt de la team JMJ. On va se retrouver prochainement pour notre plaisir de vous servir. Merci. Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Réunion. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts.